En effet, une solitude provisoire et choisie, c'est un plaisir, mais une solitude durable et imposée, c'est une catastrophe. Et évidemment, la référence qui vient, elle est à la fois philosophique et littéraire, c'est Robinson Crusoe, c'est précisément le Robinson de Tournier. Michel Tournier reprend le mythe de Robinson Crusoe et écrit, dans les années 70, je crois, fin des années 60, il écrit « Vendredi ou les limbes du Pacifique », où il nous montre que la solitude finit par tarir les conditions même de possibilité de la pensée. Pendant un certain temps, il se réveille sur une île après un naufrage, et pendant un certain temps, Robinson se croit entre deux humanités virtuelles. Les autres survivants du naufrage, il doit y en avoir, et les habitants de l'île, il doit y en avoir. Et résultat, il continue à vivre comme homme, c'est-à-dire qu'il est soucieux de son apparence, il se cache pour uriner, pour déféquer, pour se masturber, mais vient le moment terrible où ces deux humanités sont réglées d'un trait de plume, car il se rend compte qu'il est le seul survivant de l'île et que l'île était déserte. Et là s'engage un fatal processus de déshumanisation. De déshumanisation, puisque pourquoi se laver? Nous nous lavons pour les autres. Notre propre mauvaise odeur n'est pas un problème pour nous, elle est même intéressante. Ça c'est moi. C'est donc pour les autres. Être ou ne pas être beau, là n'est pas la question quand on est seul, quand on n'est plus vu que par des toucans, des oiseaux. Là est la question quand on paraît dans le monde. Et finalement, il perd toute pudeur, et alors progressivement, il va perdre jusqu'à la pensée, jusqu'au langage, parce que justement, privé de cette sève, notre intelligence, écrit Tournier, est comme un arbre qui se nourrit des contacts perpétuels avec les autres. Privé des autres, eh bien, et de sève, cette délicate arborescence s'étiole et se fane. Et Robinson Crusoe finit par ne plus penser. Il reste pendant des heures dans une espèce de boue primitive, enduit de ses excréments, et jusqu'à ce que précisément, alors non pas l'arrivée de vendredi, mais le rappel de l'autre le réhumanise. Vous savez, c'est ce moment où il est dans sa boue primitive avec les pécaris, les cochons. Puis d'un coup, il y a quand même un chien qui a survécu au naufrage, et le chien le regarde et le chien sourit. Alors les chiens ne sourient pas, et il a une babine, et alors qu'il avait tout oublié des hommes, cette babine lui rappelle quelque chose, c'est-à-dire le sourire humain, c'est-à-dire l'autre homme. Et il voit dans quel état il est né, et là il va réinventer de l'autre. Il va réinventer de l'autre alors qu'il est seul, vous voyez, pour justement progressivement se redresser, s'habiller, penser, travailler. Et donc intelligence collective est en un sens un pléonasme. Il n'est d'intelligence que collective. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des moments où il faut se réfugier dans son fort intérieur, le forum interiorum, le lieu de la délibération, mais nous savons qu'une solitude alors je répète, une solitude provisoire et choisie est le moment d'un retour à soi, et peut-être d'une délibération qui va nous permettre de trouver de l'original et de jouir de sa propre singularité, mais en revanche une solitude durable et imposée est en effet déshumanisante et une menace perpétuelle pour l'intelligence. Vous voyez, voilà ce que je veux dire pour l'intelligence collective. Nous avons quelques indices de cela lorsque nous avons des insomnies. L'insomnie, c'était la deuxième raison qui, d'après Suran, devait conduire au suicide. Suran disait les deux raisons du suicide, c'est les tracasseries administratives et les insomnies. Alors peut-être que vous avez les deux, parce que si c'est vraiment, dans votre secteur c'est vraiment très dur, et ben vous avez tellement de tracasseries administratives, j'ai toujours pas rempli ça que je dois rendre, enfin pour telle date, et puis j'y comprends rien, c'est des... Bon, du coup, insomnie. Or, quand on est insomniaque, généralement on exagère les gravités, vous voyez, on aggrave les problèmes, on tourne autour, on se débat et on les aggrave. Notre mal s'augmente à le vouloir guérir. Notre mal s'augmente à le vouloir guérir. Et alors heureusement que généralement, on finit quand même par s'endormir, et quand on se réveille, on se rend compte que c'était pas si grave, parce que justement, on rencontre l'autre. C'est précisément la rencontre de l'autre qui n'a pas vécu ces moments-là. Enfin, sauf si on le réveille et puis qu'on l'emmerde avec tous nos problèmes, mais, ou si on dort seul. Enfin, bon, c'est justement le retour au monde commun qui va tout d'un coup assainir la situation et nous montrer que ce que l'on avait fomenté, ce que l'on avait imaginé était souvent illusoire, mal fondé, infondé. On n'a même pas besoin d'en parler, c'est simplement qu'on la voit, elle prend son café ou il prend son café et puis t'as bien envie? Non, et puis là on se dit mais finalement c'était pas si grave, vous voyez.
Eh bien, Sioran disait que, comment dirais-je, voilà les deux raisons du suicide, hein, les tracasseries administratives et l'insomnie. Eh bien, on se sort de ça justement par la solidarité. On se sort de ça par la solidarité, et à ce moment-là, on se rend compte que, bah oui, on est plus fort à plusieurs que seul, et surtout, lorsque on peut dire à l'autre ses inquiétudes, hein, ce qui est important, c'est d'avoir des lieux secrets où on peut dire son secret, d'avoir des lieux secrets où on peut dire la vérité. Lorsque l'on peut dire la vérité, lorsque les collègues, et sans doute qu'une association comme la vôtre est l'occasion de ça, ça crée des vies de bonne qualité. Ça crée des chambres d'acoustique, des chambres d'écho à la bonne acoustique, où l'on peut dire ses préoccupations, ses ennuis, sans que l'autre forcément vous juge. Et là, on invente quelque chose en commun, je dirais que justement, dans toutes ces turbulences-là, je voudrais faire l'éloge du môle pénétrant. C'est du rugby. C'est du rugby. Évidemment, nous savons que ce n'est pas l'équipe composée des meilleurs joueurs à chaque poste qui sera forcément la meilleure équipe. Parce qu'il peut se faire en effet que chacun des joueurs voulant briller joue perso. Et il est arrivé que l'équipe qui gagnait n'était pas... Alors, c'était le problème de... Moi, je suis plus rugby que foot, mais ça, tout le monde s'en fout. Mais c'était justement la question de Deschamps. Parfois, exclure des joueurs plus forts que d'autres à certains postes, mais parce qu'on savait qu'ils n'avaient pas le sens du collectif. Hein. Et alors, en tout cas, puisque on risque de vous imposer justement des rapprochements que vous ne voulez pas, puisque on risque de vous imposer des protocoles, des procédures, des paradigmes qui ne vous vont pas forcément. On risque de vous rapprocher, alors vous n'avez pas envie de vous rapprocher. En un sens, rapprochez-vous avant qu'on vous y oblige. Et créez ce qu'on appelle en rugby justement le môle pénétrant. C'est-à-dire quelqu'un qui se met de dos, qui garde le ballon, et puis les autres viennent, et comme ça, c'est pas vraiment une mêlée, hein, au sens où la mêlée, elle a quelque chose de très rituel, de très institutionnalisé. C'est un môle pénétrant. On se rassemble par affinité, et on crée justement des lieux qui seront des lieux qui résisteront mieux justement aux injonctions. Et alors, on a ça à l'université. Bientôt, alors ça fait des années que... alors il y a eu l'université de Marne-la-Vallée, l'université de Créteil qui existe depuis très longtemps. Et puis il y avait l'université de Marne-la-Vallée. Mais il y a déjà 10 ans, on a créé une université qui chaperonne tout ça, qui s'appelle l'université Paris-Est. Mais attendez, le système français étant ce qu'il est, on a gardé Marne-la-Vallée, on a gardé Créteil. C'est-à-dire qu'il y a université Paris-Est Marne-la-Vallée, université Paris-Est Créteil et université Paris-Est, avec 3 présidents. Donc. Imaginez ce que ça peut faire. Et puis bon, chacun des deux disait c'est une certaine indépendance et en même temps des collaborations, bon, des choses comme ça, très bien. Mais là, étant donné que l'université française n'a plus de sous, on sent venir le moment, et il vient, où le ministère va imposer qu'il n'y ait plus qu'une université, c'est la fusion, vous voyez. Et donc, toutes les formations qui peuvent se rapprocher, si on fait de la philo à Créteil, si on fait de la philo à Marne-la-Vallée, si on fait de l'économie là, si on fait de l'économie ici, eh bien, on va mélanger ça. Et alors, évidemment, il y a des gens qui sont dans la posture de la pure résistance, surtout pas, surtout pas. Bon, moi, je dirais que, puisque de toute façon, ça va venir, eh bien, rapprochons-nous par affinité. Et créons de l'intelligence collective, justement, ce qui fait que quand le ministère va vouloir... Tenez, là, il y a des gens de Créteil et de Marne-la-Vallée qui travaillent ensemble, et c'est justement nous qui avons prévenu les moments où on nous obligera de nous rapprocher. Alors c'est peut-être un exemple, ça n'est peut-être pas un modèle, mais je vois là en effet, dans un monde où en effet, avec les changements régionaux, les changements de paradigme, je vois toute une série en effet de menaces qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a à l'université, et s'étant déjà travaillant ensemble, rapprochant ensemble ce qui peut l'être, selon nos desiderata à nous, que peut-être nous résisterons mieux à ce qui vient. Et je terminerai en donnant l'éloge, en faisant l'éloge de Montaigne. En faisant l'éloge de Montaigne qui disait lorsque nous nous méfions de nos propres lumières et les jugeons insuffisantes pour éclairer la situation présente, limons notre cervelle contre celle d'autrui. C'est très beau ça. Limons notre cervelle contre celle d'autrui.
Montaigne aimait être seul, Montaigne aimait être dans sa librairie et lire ses livres, mais déjà, lire un livre, c'est parler avec quelqu'un. Hein, il parlait des livres comme d'amis. Il parlait de Cicéron d'Aristote et de Platon comme justement d'amis, d'interlocuteurs, vous voyez. Mais limons notre cervelle d'autrui, parce qu'en effet, on ne se fait pas tout seul. On ne se fait pas tout seul. Le moi s'éveille par la grâce du toi. Celui qui dit moi, je me suis fait tout seul, me semble devoir subir deux reproches. D'une part, le reproche que Coluche faisait aux gens qui l'entendaient dire ça. Coluche disait, quand j'entends quelqu'un dire je me suis fait tout seul, j'ai envie de dire quelle souplesse. Et en effet, ça suppose une souplesse d'échine assez extraordinaire de se faire tout seul. Mais surtout, il n'est pas vrai que l'on se fasse tout seul. Il n'est pas vrai que l'on se fasse tout seul. Même quand les autodidactes disent je me suis fait tout seul, cette formule est dépourvue de sens. Elle est le signe d'une ingratitude. Parce que dans la vie de l'autodidacte, il y a toujours une ou deux rencontres. Voyez, ils n'ont pas été compris par leurs parents, ils n'ont peut-être pas été compris par la plupart de leurs enseignants. Mais tout d'un coup, il y a un prof de gym, il y a un prof de théâtre, il y a un prof de mise en scène qui a fait confiance, qui a vu quelque chose en l'autre. On ne se fait pas tout seul, on ne pense pas seul, mais seulement dans et par le dialogue constant avec les autres, et singulièrement avec les grands auteurs. Comme disait Montaigne, mes pensées dorment si je les assis. Mon esprit ne va si les jambes ne l'agitent. Ceux qui étudient sans livre en sont tout cela. Et Montaigne d'arpenter sa librairie, sa bibliothèque, feuilletant les livres sans dessin, à pièces décousues, pour entretenir son commerce et avec les livres et avec les hommes. On ne pense pas tout seul et on ne se fait pas tout seul. Même celui qui a vaincu l'adversité d'un milieu décourageant par un admirable courage ne l'a pu que par l'encouragement d'un maître ou d'un ami qui ont cru en lui. Et c'est être suffisant que de penser qu'on puisse penser seul. Suffisant, c'est-à-dire ingrat. L'ingratitude, c'est l'oubli de la grâce, sans laquelle on n'eût jamais actualisé aucune de ses puissances. Vous voyez voilà, nous vivons donc une période de crise qui, à mon avis, ne peut pas être expliquée simplement, puisque les injonctions paradoxales qui pèsent sur vous font que le monde dans lequel vous travaillez fait un peu penser à ce que disait Giono, c'est-à-dire le désert de Gobi, c'est-à-dire la jungle de l'Inde, c'est-à-dire la mer déchaînée en bordure du Cap Horn. Or, dans ce genre de milieu, on risque de se perdre si on ne s'y embarque pas avec un petit baluchon où on met trois choses, et chacun à sa manière. Chacun à sa manière. Moi, je vous proposais d'y mettre de la résistance, de l'audace et de la solidarité. Mettez-y à la limite ce que vous voulez, mais mettez-y trois choses auxquelles vous tenez vraiment. Ces trois choses-là, elles seront l'occasion d'inventer une intelligence collective. Et quand on est dans ce genre de monde un peu perdu, il n'est d'intelligence que collective, mais c'est normal car il n'est d'intelligence que collective. Hein. La philosophie ne mériterait pas 1 heure de peine si elle n'aidait pas à mieux vivre, disait Aristote. J'espère que ce temps n'était pas trop pénible et qu'il aidera un peu à vivre. Ne faut-il que délibérer, la cour en conseiller foisonne, est-il besoin d'exécuter, l'on ne rencontre personne, disait Jean de La Fontaine. J'ai fini de délibérer, mais je n'ai pas rencontré personne. J'ai rencontré des personnes qui d'abord font un métier beaucoup plus important que moi, parce que moi je ne fais que parler de la protection de l'enfance, mais je n'agis pas. Et deuxièmement, ces personnes m'ont fait la grâce de m'écouter attentivement, alors qu'il est tard, qu'il pleut, qu'il y a des grèves de train, que le colloque a été fatigant. Je ne peux terminer mon exposé qu'en remerciant ces personnes de leur attention. Merci de venir. Merci à vous, monsieur. Merci aux philosophes. Et vous ne pourrez jamais repartir sans une intelligence collective plus importante. Et ne serait-ce que cela, en fait, ce moment a été très important pour nous et nous vous remercions de pouvoir nous donner, les uns et aux autres, là où nous sommes, autre chose que le quotidien. Et c'est là où on voit que la philosophie a autant d'importance et autant d'importance pratique. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci à tous d'être venus, d'être là. N'hésitez pas, par rapport aux autres, de faire part d'intelligence collective. Ça veut dire que je pense que l'année prochaine, on sera encore beaucoup plus nombreux et que de l'importance du nombre est aussi quelque chose qui, pour nous, a un sens
sur ce que nous menons ensemble à Audacité. Merci à tous, merci à tout le monde et bon retour.